Comment parler sans aucun stress, même en partant de rien? C'est une question que je me suis énormément posée et peut-être que toi aussi tu t'es posée durant ton adolescence, durant ton enfance et même encore aujourd'hui, c'est sans doute une question que tu te poses. Sur Internet, on voit énormément de personnes, y compris moi, donner des conseils sur la prise de parole en public. Des conseils qui, certes, fonctionnent, on ne va pas se mentir, c'est des conseils qui fonctionnent pour la majorité des personnes. Mais malheureusement, certains ont des problèmes qui sont beaucoup plus en amont. Et généralement, certains même démarrent de rien. Essayent de savoir pourquoi est-ce qu'à chaque fois je stresse, pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en moi. Parce que prendre la parole en public, ça nécessite d'avoir une certaine confiance en soi, n'est-ce pas? Et c'est ici qu'on va voir comment tu peux réussir ta prise de parole sans stresser, même en partant de rien. De nos jours, nous avons plus peur de parler en public que de mourir. Retiens bien cet élément parce qu'il est absolument nécessaire. La peur de parler en public, qui est appelée la glossophobie, est l'une des principales manifestations d'anxiété sociale présentes chez les individus. Elle touche en effet près de 75% de la population mondiale. Oui, tu m'as bien entendu. Il s'agit pas de la population de la France, non, c'est la population mondiale. Oui, la population mondiale. Aujourd'hui, l'anxiété sociale n'a jamais été aussi élevée. Les hommes préfèrent se suicider que de parler en public. Les hommes préfèrent mourir que de parler en public. Eh oui, on vit dans ce monde-là. Le suicide, la pression sociale, on vit dans ce monde où les gens passent leur temps à être stressés. Et je t'invite un jour à aller à la gare de Paris-Saint-Lazare en heure de pointe et de voir comment est-ce que les gens sont pressés, comment est-ce que les gens vont vite. La pression sociale est bel et bien présente. Et tous ces éléments qui ont peut-être rien à voir avec la prise de parole jouent un rôle majeur pour moi dans la capacité à pouvoir parler en public sans stresser. Le stress est omniprésent dans notre société. Et selon un précédent sondage de l'IFOP paru en 2010, seuls 21% des Français disent avoir peur de la mort. Eh oui. Aujourd'hui, parler en public peut manifester une quelconque forme d'humiliation. Parler en public, ça peut signifier s'humilier. Les gens ont peur de parler en public parce qu'ils ont peur d'être humiliés, de rater, de stresser. Ils ont peur de l'échec. Parler en public, c'est avoir le courage de se montrer vulnérable pour transmettre quelque chose de fort. Tu vas devoir tôt ou tard te montrer vulnérable. Peut-être au début, tu ne seras pas le meilleur, mais sur le long terme, crois-moi, tu vas devenir bel et bien fort parce que tu te seras montré vulnérable à un moment donné et que il y aura une progression qui va s'effectuer. La question désormais, c'est de se demander pourquoi est-ce que la peur de parler en public est si fréquente. Et j'ai relevé plusieurs éléments qui pouvaient expliquer cela. D'abord, il y a la peur du jugement. La peur du jugement qui est omniprésente, qu'elle soit celle de ta famille, de tes amis, de certains de tes proches, des enseignants, des élèves, enfin, peu importe. C'est souvent ces peurs du jugement qui font en sorte que nous ne réalisions pas certaines actions, parce qu'on a peur d'être regardé, observé, épié et jugé. Il y a aussi bel et bien la pression sociale, ce que inculque la société aux individus. Par exemple, beaucoup d'individus considèrent qu'après 25 ans, la vie n'est plus la même. En effet, à partir du moment où tu as des enfants, 25 ans, où la société ne t'accorde plus certaines aides, que le système étatique français, par exemple, ne t'accorde plus certaines aides, tu te mets à penser que la vie n'est plus la même et que tu dois absolument réussir avant 25 ans. Il y a aussi le manque d'estime ou de confiance en soi qui peut être créé notamment par le fait que tu as eu des très mauvaises expériences, des humiliations, du harcèlement même à l'école. Le harcèlement qui est omniprésent, avec des gens qui pensent toujours être meilleurs que d'autres personnes alors qu'ils sont médiocres eux de leur côté. Il y a aussi des mauvaises expériences passées, par le fait que tu as raté des oraux, que tu as raté des prises de parole, que tu as eu des mauvaises expériences avec certaines personnes. C'est tous ces éléments qui créent la peur de parler en public, la peur de prendre des initiatives et d'aller prendre les devants. Et la réalité, c'est que, comme lorsque tu vas chez le médecin, comme lorsque tu vas chez le kiné va te demander, ou le kiné, lui, de son côté, va essayer d'identifier des points de douleur en toi. Et toi aussi, tu vas devoir identifier tes points de douleur. Lorsque tu te rends chez le kiné, il doit identifier les points de douleur en toi pour te soigner et te proposer le soin adéquat. Ici, je vais te demander d'identifier parmi cette liste, en étant tout à fait honnête avec toi-même, quel est l'élément ici qui influe grandement ta peur de parler en public?
Sois le plus transparent possible avec toi. Sois honnête. Parmi la liste que j'ai donnée précédemment, il y a forcément des choses qui t'affectent, des choses qui jouent et qui font notamment que tu as peur de parler en public. Et en fonction de tout cela, tu peux trouver une solution adéquate. Et il est bel et bien possible de trouver une solution adéquate. Et d'ailleurs, si tu veux trouver cette fameuse solution, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien présent en barre de description et à réserver un appel avec moi où on pourra discuter. Un appel bien entendu 100% gratuit. De mon côté, il y a eu énormément d'éléments qui ont joué au fait que j'avais une confiance en moi qui était extrêmement basse. Tout d'abord, non seulement j'avais un manque d'estime, mais j'avais aussi un manque de confiance en moi, qui faisait en sorte que j'avais une fausse humilité, alors que par moments j'étais réellement bon dans un domaine, mais j'avais peur de le dire. En plus de ça, j'avais peur du jugement, le jugement qui a été l'une des choses qui m'a le plus affecté dans ma vie. Et en plus de ça, j'avais une mauvaise expérience passée. Donc 3 de ces éléments m'ont touché et faisant en sorte que j'étais au plus bas au niveau de ma confiance. Et j'ai été frappé par 3 des éléments que j'ai cités dans la liste précédente. Et comment est-ce que j'ai réglé ma douleur? Tout d'abord, j'ai enregistré un credo principal que je n'ai jamais, jamais oublié, parce qu'il est absolument nécessaire. Ce n'est pas la peur qui empêche de parler, c'est l'importance qu'on donne à cette peur qui nous empêche de parler justement. Et c'est là que j'ai compris énormément de choses. Et j'ai essayé d'enregistrer ce credo tout le temps. Pourquoi est-ce que j'ai peur de parler? J'ai peur de parler parce que j'ai peur d'être jugé. Mais pourquoi est-ce que la peur du jugement est si importante? Et successivement, tu essayes de faire une autopsie, de retracer les choses, de voir pourquoi est-ce que tu es devenu comme ça. Quelle est la raison qui explique cela et quelle est la solution adaptée à cela? Pour te dire la vérité, je n'étais pas le plus beau. J'avais même des boutons. Encore aujourd'hui, j'en ai. Et ça, c'est une réalité. Une réalité que j'essaye d'améliorer, j'essaye de devenir meilleur. Mais je suis arrivé à un niveau où ce n'est pas parce que je suis le plus moche que j'ai peur d'aller faire les choses. J'avais aussi eu énormément de mauvaises expériences avec les femmes via différentes moqueries que j'avais pu subir auparavant. Les moqueries avaient fait que ma confiance était au plus bas. Et d'ailleurs, je vais même te montrer des vidéos qui démontrent encore une fois que j'étais vraiment au plus bas. Et oui, c'était bel et bien moi qui subissais tout ça. C'était bel et bien moi qui, à l'âge de 13 ans, 14 ans, recevais ce genre de vidéos qui étaient envoyées à mon entourage. Donc, aux gens avec qui je traînais à l'époque, un cercle qui était dans la vanne, on va dire. Ce qui faisait que ce genre de vidéos ne passait pas inaperçu. C'était des humiliations énormes pour moi. Tout ça, ça détruisait ma propre image de moi-même. Tous ces éléments que je te disais détruisaient ma propre image de moi-même. Ça faisait en sorte que j'étais une personne qui devenait introvertie, qui avait une faible confiance en moi, qui se disait qu'il était plus bactère et qu'il était une merde. On va pas se mentir là-dessus. Pour moi, j'étais une merde à l'époque. Je ne valais rien de particulier. Et il n'y avait rien qui pouvait me faire penser que j'étais bel et bien comme ça. Et toutes ces craintes, je les enfuisais en moi. Vraiment, elles étaient enfuies en moi et j'essayais de faire comme si tout allait bien alors que justement ça n'allait pas bien pour telle ou telle raison. Et c'est toutes ces moqueries et un peu les vannes que je pouvais subir qui jouaient à tout cela et qui favorisaient ma glossophobie, ma peur de parler en public, ma peur de prendre les initiatives parce que je me disais justement que ils allaient encore plus se moquer de moi, on allait encore plus me vanner, j'allais paraître encore plus ridicule, donc je voulais éviter tout cela. Et au final, je suis devenu une personne qui était même en recherche de validation et ça m'a amené à faire des actions ridicules. Et pourtant, même en étant comme ça, même en étant vraiment au plus bas, en recevant des moqueries immenses, et je le dis très honnêtement, c'était une période très difficile pour moi. Très, très difficile. C'était des périodes que je détestais. Mais est-ce que je me suis arrêté là? Évidemment que non. J'ai quand même réussi à devenir cette personne qui pouvait échanger avec des inconnus en micro-trottoir que je ne connaissais à peine, avec les mauvaises expériences que j'avais pu connaître avec les femmes auparavant. Et pourtant, je peux échanger maintenant avec des personnes que je ne connais pas, je peux créer de la conversation, je peux discuter avec tout le monde. Je suis socialement libre. Je suis socialement libre. Je peux parler avec une femme que je ne connais absolument pas. Je peux discuter avec des personnes, trouver des centres d'intérêt, discuter sur certains sujets. Je suis devenu quelqu'un qui est sociable, là où avant j'étais extrêmement introverti. Et ça a toujours été ma nature pendant fort longtemps. Et la réalité, c'est que j'ai mis en place plusieurs solutions qui m'ont fait comprendre certaines choses. Tout d'abord, la première chose
que m'a fait comprendre toutes les solutions que j'ai mis en place, c'est que l'effet cumulé chez les hommes est exceptionnel. L'effet cumulé. Qu'est-ce que c'est l'effet cumulé? C'est-à-dire que tu mets en place plusieurs actions dans ta vie, dans un domaine quelconque. Ici, pour moi, c'était le domaine de la confiance. J'ai mis en place au moins 10 actions qui sont intimement liées ici. 10 actions qui ont eu pour effet de avoir un regain de confiance énorme qui fait en sorte justement que je peux me positionner devant cette caméra et vous parler à vous. C'est ce regain de confiance qui fait en sorte que je suis aussi libre pour parler de certains sujets. C'est tous ces éléments-là que j'ai mis en place dans ma vie, ces actions qui ont eu un impact significatif sur moi. Tout d'abord, je savais que j'avais un point de départ qui était difficile, que je manquais de confiance. Ça, c'est tout d'abord se juger, être honnête avec soi-même. Je manquais de confiance. Mon apparence ne me plaisait pas. J'avais eu plusieurs humiliations sociales qui avaient fait en sorte que je devienne une personne qui a peur de parler en public, qui se sent mal dans sa peau. Ensuite, j'ai accepté que je partais du bas. J'ai accepté d'être au plus bas, sans me voiler la face. J'ai accepté d'être au plus bas, sans me dire oui, ça va, non, en fait, dis-toi que c'est rien, non. J'ai accepté bel et bien que j'étais au plus bas. Et c'est très important de comprendre son point de départ, de comprendre là où tu es. Et est-ce que je me suis dit que c'était une fatalité et que j'allais rester ici pendant encore fort longtemps? Bien évidemment que non. Je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre désormais. Mais vraiment rien à perdre. Et c'est une mentalité extrêmement intéressante. Je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre et que désormais je pouvais prendre des risques sans peur. Les risques qui sont par exemple d'aller aborder des femmes sans aucune crainte. Parce que dans tous les cas, je n'ai rien à gagner. Je n'ai strictement rien à faire. Je sais que l'interaction va pas forcément être géniale, mais dans tous les cas, je n'en ai rien à faire. Je n'ai plus rien à perdre. Encore une fois, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Alors, tout d'abord, par la suite, je me suis dit que je devais développer des compétences. Comment est-ce que j'ai fait pour me sentir bon à tel point que je peux me positionner avec tout le culot du monde devant cette caméra et m'exprimer face à vous? C'est-à-dire que j'ai compris que pour être bon, il faut se sentir bon dans un domaine. Et comme disait un YouTuber que j'aime beaucoup, qui s'appelle Belize, la manière de faire une chose est la manière de tout faire. Si dans un seul domaine tu te sens bon, alors pourquoi pas dans un autre domaine tu pourrais pas te sentir bon? Et c'est-à-dire que j'ai commencé à me dire que je devais devenir bon dans un domaine et transposer ça dans un autre segment de ma vie. J'ai commencé à faire du sport régulièrement, devenir bon dans le sport, essayer de devenir bon dans le basket, devenir bon dans le foot, devenir vraiment un athlète, faire les efforts pour devenir extrêmement bon au sport à tel point que je suis reconnu. C'est ce que j'ai fait. Je me suis concentré sur ce domaine-là et c'est ce qui a permis de nourrir ma confiance. Je me suis concentré par exemple sur une matière à l'école. À l'école, il y avait des gens qui étaient bien plus forts que moi à l'époque, mais j'avais un atout qui était l'histoire. J'étais fort en histoire. J'ai commencé vraiment à me renseigner sur l'histoire et j'étais vraiment reconnu à l'école comme étant bon à l'histoire. Et c'est ce qui a pu nourrir ma confiance. Se sentir bon dans un domaine, se sentir bon quelque part et être reconnu pour cela, c'est une des gratifications les plus importantes que tu peux recevoir dans ta vie. C'est vraiment quelque chose qui donne un regain de confiance énorme. Là où tu es au plus bas, le fait de se sentir bon quelque part décuple ta confiance. Et ensuite, tu te dis que si j'ai été bon là-bas, peut-être que je pourrais être bon là-bas si je fais les mêmes efforts que j'ai fait là-bas. Peut-être que si je fais ça, je peux être meilleur là-bas. Et c'est peut-être de la naïveté, mais en même temps, c'est très intéressant parce que se dire que tu as fait des efforts pour devenir bon dans un domaine et essayer de transposer ces mêmes efforts dans un autre domaine pour devenir bon à ton tour, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne devient pas bon du jour au lendemain. On crée le fait d'être bon, justement, en pratiquant et en essayant de adopter une bonne mentalité lorsque tu commences quelque chose. Ensuite, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que je suis sorti de ma zone de confort. Je me suis exposé volontairement à des situations inconfortables. Et ça, je peux très bien concevoir que ça ne soit pas fait pour tout le monde. Mais c'est une prise de risque à comprendre. Voilà pourquoi je dis que la mentalité à adopter, c'est rien à perdre, liberté totale. Cette mentalité m'a permis de prendre confiance et de prendre des risques sans peur. Liberté totale, encore une fois. J'invite vraiment chacun d'entre vous à comprendre que tu n'as rien à perdre. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu es déjà au plus bas. Les gens n'auront pas besoin de quelque chose de supplémentaire pour se moquer de toi. Parce que s'ils se moquaient de toi pour rien, eh bien, ils se moqueront de toi pour moins que ça.
encore une fois. Donc, sors de ta zone de confort. Expose-toi à des situations inconfortables. J'ai commencé à faire des micro-trottoirs, comme je vous l'ai dit, parce que je voulais créer du contenu et parce que j'avais un désir ardent et profond. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais j'avais un désir. Je voulais créer des vidéos, je voulais faire du contenu. C'était quelque chose qui me plaisait. À l'époque, quand j'étais tout petit, c'est quelque chose que je faisais. Et je me suis dit, pourquoi pas recommencer? C'était un désir ardent qui me brûlait et je voulais le faire. Donc, je l'ai tout simplement fait. Et j'ai vraiment mis mon désir au-delà de ma peur de parler en public et de m'exprimer face à d'autres personnes. J'ai été mis dans des situations où il y avait des passants qui allaient, des gens qui nous regardaient, mais je me concentrais uniquement sur l'interaction, je passais outre. Et c'est tout ça qui a pu me permettre de connaître une évolution phénoménale dans ma capacité à pouvoir parler en public. Alors qu'à l'époque, je partais littéralement de rien, point de départ difficile, comme je vous l'ai dit auparavant. Ensuite, j'ai commencé à participer en premier dans les oraux, à prendre mes aises dans les oraux, alors que je commençais avec un niveau, encore une fois, qui est très bas. Mais j'essayais de comprendre que c'est moi qui vais faire un bon oral. Et je levais la main en premier. Je commençais vraiment à prendre les devants avec les oraux. Puis j'ai commencé les vidéos. Les vidéos qui ont vraiment boosté énormément ma confiance. Parce que je devais prendre la parole en public, m'exprimer face à d'autres personnes. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir des commentaires positifs, des gens qui, des fois, pouvaient ne pas être d'accord avec moi, mais qui, dans tous les cas, regardaient les vidéos et voir que ça marchait et que je pouvais être complimenté vis-à-vis du travail que je faisais à ce sujet-là. C'était un regain de confiance énorme pour moi. Et ensuite aussi, il y a le fait de, par exemple, parler à des gens qui sont de confiance, essayer de s'ouvrir aux gens, exprimer ses craintes et ses craintes, ses incertitudes aux gens, essayer de comprendre que voilà, il faut avoir des amis qui sont vraiment fidèles dans la vie, des gens qui t'aident vraiment à te sortir de ce trou-là plutôt que de t'enterrer. Par la suite, j'ai mis en place des actions concrètes et visibles. J'ai matérialisé mon changement, juste notamment, comme je vous l'ai dit, en postant du contenu, donc des vidéos, en allant vers les autres. En allant vers les autres, mais pas uniquement dans le sens des micro-trottoirs, mais dans le sens des interactions sociales. Quand je dis dans le sens des interactions sociales, c'est-à-dire que j'avais cette capacité désormais à pouvoir ouvrir des discussions via des questions ouvertes. J'ouvrais vraiment énormément les discussions. J'avais développé ma capacité à pouvoir discuter avec d'autres personnes que je ne connaissais absolument pas, en posant des questions ouvertes, en ayant un bon langage verbal. Là où justement le fait d'être timide faisait en sorte que j'avais un langage non verbal de fuyard. Alors que là, j'ai adopté un bon langage non verbal et je me suis dit qu'en adoptant le bon langage non verbal et la bonne posture, tu peux être bien meilleur. Ça, c'est un point qu'on développera un peu par la suite. Et donc, j'avais désormais cette capacité à pouvoir poser des questions auxquelles tu peux pas répondre par oui ou par non, donc des questions ouvertes, discuter avec les gens, aller vers les autres, avoir une bonne image auprès des autres et que les gens me voient comme un mec, on va dire, cool. Et j'ai aussi compris que je pouvais me mettre en avant. Mettre en avant mes talents, me dire que j'étais le meilleur. Oui, tu as le droit de te le dire. La société essaye de te faire croire qu'il faut se mentir à soi-même quand t'es pas le meilleur, t'es pas le meilleur. Si tu es bon dans un domaine, tu as le droit de clamer que tu es bon dans un domaine. Non pas en frôlant l'arrogance, mais en se disant que oui, c'est un domaine dans lequel je suis bon. Il y a énormément de gens qui ont des certitudes dans la vie, alors que leurs certitudes ne sont basées sur rien. Toi, tu as des certitudes dans un domaine et tu essayes de faire croire que tu n'es pas bon. Si, tu as le droit de le dire. Je suis pas du tout en accord avec ces termes-là de penser ou de faire comprendre aux gens qu'ils devraient se taire alors qu'ils sont bons. Si on te demande est-ce que tu es bon dans ce domaine-là, oui, je suis bon dans ce domaine-là. Tu as le droit de le dire. J'ai aussi appris à relativiser les enjeux. J'ai appris que rien n'est si grave qu'il faille avoir peur d'agir. Écoutez, on vit dans un monde où beaucoup essayent de mettre certaines choses, certains trophées, certains accomplissements sur un piédestal, comme le bac par exemple. Beaucoup ont peur de passer le bac parce qu'on leur a mis une pression immense. Relativiser l'enjeu. Alors je ne vous dis pas de partir sur une jambe et d'adopter une attitude nonchalante. Je vous dis juste de comprendre que rien ne vaut d'avoir une pression tellement énorme que tu ne veuilles même plus agir et que tu sois paralysé par le stress. Non. Et le basket aussi m'a appris à maîtriser ma gestion du stress. La gestion du stress est très importante. La gestion de la pression est très importante.
C'est quelque chose que tu dois travailler, ta capacité à pouvoir à avoir un sang-froid et relativiser l'enjeu. Ensuite, il y a la posture avant l'état intérieur. Et là, c'est un point que j'apprécie énormément et qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que lorsque je faisais mes micro-trottoirs, j'adoptais une posture confiante, même sans me sentir confiant, ce qui m'a permis de me transformer. C'est vraiment très intéressant ce point parce que lorsque je faisais les micro-trottoirs, au début, j'adoptais une mauvaise posture, ce qui faisait que déjà moi-même je n'étais pas à l'aise et en plus de ça, de mon côté, j'avais des interactions qui n'étaient pas vraiment très bonnes et les personnes qui étaient en face de moi n'étaient pas à l'aise. Et finalement, je me suis dit: «Pourquoi pas faire semblant d'être à l'aise?» Et j'ai décidé de faire semblant d'être à l'aise dans chacune de mes interactions, d'aller parler avec des inconnus comme si j'étais à l'aise et ça a été vraiment l'un des game changers les plus puissants. C'est-à-dire que j'ai fait semblant d'être à l'aise, je faisais comme si tout allait bien, alors que ça n'allait pas forcément bien et que j'étais un peu stressé, j'avais un peu la boule au ventre. C'était vraiment dur de faire ça. C'était vraiment une pression immense à gérer pour moi parce que j'étais vraiment une personne toute timide, toute crispée, qui n'avait pas l'habitude de devoir interagir avec des gens. Et pourtant, je l'ai fait quand même, ce qui m'a libéré totalement socialement parlant et qui m'a fait comprendre que pour réussir à discuter correctement avec des personnes, il faut adopter une attitude confiante, une bonne posture. La posture est très, très importante. Fais semblant au début. Fais semblant. Et en plus, là, je n'aborde même pas encore le point de tout ce qui est autour de pourquoi est-ce que le jugement est si important et est-ce qu'il en vaut vraiment la peine, encore une fois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de stresser du jugement des autres ou d'attendre la validation des personnes qui ne te valideront jamais dans tous les cas? Mais ça, c'est un point qu'on pourra traiter, encore une fois, si tu prends un appel avec moi, 100% gratuit, présent en barre de description. Ou si tu dis, par exemple, ta problématique en commentaire et que je réponds à ce commentaire. Et il y a aussi le renversement de dynamique. Aujourd'hui, je maîtrise l'interaction mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je stressais énormément, ce qui faisait que je me retrouvais quasiment mangé durant mes interactions. Alors que là, directement en affichant mes idées, en exprimant une personnalité forte à travers ma prise de parole, la personne qui est en face de moi comprend que je lui inspire la confiance. Elle a confiance en moi. Il y a deux solutions. Soit tu inspires la confiance, soit la crainte. La crainte, c'est quelque chose à éviter parce qu'il faut que tu mettes à l'aise la personne qui est en face de toi. Mais tu peux aussi exprimer la confiance. La confiance, c'est très importante à exprimer. Et moi, j'exprimais la confiance. Au début, j'avais un peu de la crainte. Et maintenant, j'ai réussi à exprimer la confiance quand je communique. Parce que j'exprime ma personnalité, parce que je crée un échange fluide et clair avec toutes les personnes avec lesquelles j'interagis désormais. Ensuite, il y a aussi eu la mentalité de croissance. Mon évolution, elle a été basée sur l'action, la persévérance et l'absence de complaisance. Je n'ai jamais cru à un seul moment que par le fait que j'étais une personne qui manquait de confiance, je devais rester dans cet état. Absolument pas. Je me suis dit qu'avec un bon effet cumulé, je pouvais atteindre un certain niveau. Je me suis dit que la persévérance et l'action pouvaient me permettre de pouvoir créer justement quelque chose d'intéressant dans ma vie. Et c'est à ce moment-là aussi que il faut aussi cibler des qualités chez soi. Demander aux gens quelles sont tes qualités. Tes qualités autres que le fait de posséder un domaine d'expertise. Moi, on m'a souvent dit dans le sport que j'étais quelqu'un de tenace. Eh bien, j'ai tout simplement transposé cette ténacité que je pouvais avoir dans le sport, dans la vie de manière générale, pour ne jamais abandonner et pour continuer à faire des efforts. J'ai transposé la ténacité que j'avais. Faut se trouver des qualités. Qu'elles soient infimes ou non, la moindre qualité peut te servir dans ta vie, si tu l'utilises correctement. Eh bien, ça a été l'histoire de ma vie et comment est-ce que j'ai fait pour concrètement améliorer ma confiance en moi au point même de parler face à d'autres personnes. Maintenant, tu vas devoir avoir un plan d'action précis pour réussir ton oral. Parce que là, j'ai vraiment abordé tout l'aspect mental autour de la prise de parole en public, qui est pour moi un aspect qui est très souvent négligé, mais qui est pourtant essentiel. Et ici, on va vraiment traiter le plan d'action que tu vas mettre en place justement pour réussir ta prise de parole en public. Bien, maintenant on va traiter l'aspect mental des choses. C'est-à-dire que à l'époque, quand j'ai commencé à vraiment vouloir améliorer ma communication, je me suis dit que pour réussir mon oral, j'avais deux options: relativiser l'enjeu ou avoir un esprit de compétition. J'ai décidé d'avoir un esprit de compétition. Par contre, relativiser l'enjeu est aussi nécessaire
Par contre, attention à ne pas devenir nonchalant. Parce que devenir nonchalant, c'est adopter la mauvaise attitude, venir comme si j'étais je m'en foutisme et en avoir strictement rien à faire. Alors que ton but est quand même de réussir ton oral tout de même. Donc effectivement, oui, il faut relativiser l'enjeu parce que ta vie ne va pas s'arrêter si tu rates. Par contre, il faut aussi adopter une bonne attitude, essayer d'exprimer la confiance et réussir tout de même. Et c'est là où tu dois avoir un esprit de compétition sain. Grâce au sport, grâce au basket, grâce à différentes disciplines qui peuvent t'aider. L'aspect mental du sport est vraiment très intéressant. La dynamique que tu peux avoir avec l'envie de progresser, l'envie de te tester, l'envie de te challenger. Moi, quand j'avais travaillé mes compétences sociales, notamment en parlant avec des personnes que je ne connaissais pas, effectuer des micro-trottoirs, sourire aux autres, discuter avec des gens dans la rue et j'en passe, je me suis dit que j'avais envie de tester tout ce que j'avais pu connaître auparavant, toutes les choses que j'avais pu faire qui avaient permis de me libérer socialement parlant. Donc j'avais cette envie de briller, de me challenger pour voir si j'étais devenu si bon que ça en prise de parole. Et ça a été plutôt concluant et ça m'a permis de réussir énormément d'euros, d'avoir cette mentalité. Ensuite, je pense aussi qu'il y a un travail en amont à effectuer. C'est pour moi même la clé absolue. Beaucoup te disent d'avoir des notes, mais franchement, pardon, des phrases remplies, mais franchement, ce n'est pas une technique que j'apprécie énormément. Moi, je préfère avoir des notes qui suivent un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est très important. Fil conducteur, introduction, développement, conclusion, un fil conducteur qui est très bien articulé et qui fait en sorte que ta pensée est structurée et te permette de suivre un certain temps précis et de faire les choses rapidement et efficacement. Et comme le disait Benjamin Franklin, celui qui ne se prépare pas à réussir se prépare à échouer. Ne te dis pas qu'il y a un temps précis. Il faut vraiment que ton oral soit préparé, soit réglé comme du papier alu pour que le moment où tu passes à l'oral, ça soit vraiment très très défini parce que tu as tout bien structuré auparavant. Tout bien structuré et de telle façon que tu ne lises pas une feuille. Essaye de vraiment préparer tes oraux en amont. Je n'apprécie pas le fait de préparer son oral à la dernière minute. Et ensuite, pour ce qui est du temps, parce que généralement, vous êtes soumis à un temps précis lorsque vous faites votre présentation. Alors moi, c'est un point que je n'apprécie pas vraiment être soumis à un temps. Et la technique que j'ai utilisée, certains vont l'utiliser, certains vont la contredire, vont la réfuter parce qu'elle n'est pas bonne, peut-être pour certains. Mais pour moi, de mon côté, c'est une technique que j'ai utilisée beaucoup. C'est-à-dire qu'au lieu de venir lors de la présentation et de stresser en regardant le minuteur comme un fou, j'ai préféré parler tranquillement et suivre un temps précis parce que justement, en amont de la présentation, je m'étais chronométré, j'avais fait tout pour voir que je suivais un temps précis. J'avais tout préparé. Je ne suis pas un temps, je ne regarde pas le minuteur parce que ça commence à me faire stresser sinon. Ça me met la pression et puis je passe plus de temps à regarder le minuteur que réfléchir à ce que je vais dire. Je n'apprécie pas regarder le minuteur. Je regarde le minuteur uniquement quand je suis chez moi et que je prépare mon oral. C'est aussi simple que ça. Et comme le disait Aristote, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Donc plus tu t'habitues justement à chronométrer, à vérifier le temps en amont, plus le moment venu, ta partition sera excellente. Et maintenant, le jour J, il faut que tu maîtrises ton corps et que tu maîtrises ta voix. Alors, il y a tout ce qui est autour de la respiration, notamment le fait d'inspirer profondément 2 ou 3 fois avant de parler à son rythme pour éviter une prise de parole qui est ratée, tout simplement parce que tu as tenté de beaucoup trop accélérer et que tu t'es mis à bégayer. Avoir une bonne posture, le corps droit, les bras détendus, les pieds aussi ancrés dans le sol, parce que les pieds ancrés dans le sol te permettent de manifester la confiance et la certitude vis-à-vis de ce que tu dis. Et aussi, on parle souvent de regarder un point dans la salle. C'est une technique qui n'est pas bonne, selon moi, ça n'a aucun sens. Ça te fait même un peu déstabiliser. Je pense surtout qu'il faut regarder aléatoirement un individu dans la salle. Je te conseille de regarder aléatoirement les gens, de changer la personne que tu regardes. Un moment, tu regardes l'un de tes camarades, l'autre moment, tu regardes un autre des camarades. Un moment, tu regardes un jury, l'autre moment, tu regardes un autre des jurys. Essaye de varier. Ne regarde pas une seule personne, parce que sinon, tu vas la regarder comme un tueur en série, comme ça va te déstabiliser. Et ne regarde pas simplement un point dans la salle, parce que ça aussi, ça va, selon moi, te déstabiliser énormément dans ta prise de parole. Et comme on dit, le corps parle avant que la bouche ne s'ouvre. Ton attitude corporelle en dit long sur ton attitude tout court.
Avant même que tu parles, on peut se faire une idée de toi. J'ai vu même des études qui disent qu'en 7 secondes, on peut se faire une idée de toi rien que par la façon dont tu parles. Donc tu dois manifester la confiance dans chacune de tes interactions sociales, par la posture, et aussi dans chacune de tes prises de parole en public, par la posture. Et le jour J, il y a un mindset aussi à adopter. Ne parle pas pour être parfait, mais parle pour être clair. Le bon communicateur a cette capacité à pouvoir parler efficacement pour être clair. C'est très très important. Beaucoup essayent de nous faire penser, c'est vraiment ce qu'on peut remarquer de nos jours, beaucoup essayent de nous faire penser que tu as absolument besoin d'avoir une éloquence exceptionnelle. Non, pas forcément. Tu as besoin d'être clair. C'est pas grave si tu n'es pas parfait, c'est pas grave si tu fais des erreurs. Mais par contre, il faut que tu fasses en sorte que ton message soit le plus clair possible. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, mais juste d'être sincère et structuré. Et que tu assumes ton message. La vraie éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et rien que ce qu'il faut. La Rochefoucauld. Maintenant, cette masterclass est dorénavant terminée. Tu veux vraiment progresser à l'oral, gagner en aisance, améliorer ta communication? Réserve un appel 100% gratuit avec moi, présent en barre de description, où tu pourras discuter avec moi, collaborer avec moi. On va vraiment voir ce qu'on peut faire pour toi, que ce soit pour améliorer ta gestion du stress, améliorer ta communication et même ton éloquence. Et tu pourras me poser toutes les questions que tu souhaites si cette vidéo n'a pas suffi à répondre à certaines de tes problématiques. C'était Marc et on se retrouve pour d'autres vidéos encore plus intéressantes. Prends soin de toi.